Lecture des Misérables de Victor Hugo, édition Classiques abrégés, livre 7e. L'affaire Champmathieu. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation. Ce fut une transfiguration. Il réussit à disparaître, vendit l'argenterie de l'évêque, ne gardant que les flambeaux comme souvenir, se glissa de ville en ville, traversa la France, vint à Montreuil-sur-Mer, eut l'idée que nous avons dite, accomplit ce que nous avons raconté, parvint à se faire insaisissable et inaccessible, et désormais, il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme n'avaient engagé une lutte si sérieuse. Il le comprit confusément, mais profondément, dès les premières paroles que prononça Javert en entrant dans son cabinet. Au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il fut saisi de stupeur et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée, et à travers cette stupeur, il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses. Il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudres et d'éclairs. Tout en écoutant Javert, il eut une première pensée d'aller, de courir, de se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant, comme une incision dans la chair vive. Puis cela passa. Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré, ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Il fallait aller à Arras, délivrer le faux Jean Valjean, dénoncer le véritable. Hélas, c'était là le plus grand des sacrifices, la plus poignante des victoires, le dernier pas à franchir, mais il le fallait. Il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de Dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes. Il était près de 8 heures du soir, quand la carriole entra sous la porte cochère de l'hôtel de la Poste à Arras. L'homme que nous avons suivi jusqu'à ce moment en descendit. Il se trouva dans un dédale de ruelles étroites, où il se perdit. Un bourgeois cheminait avec un falot. Après quelque hésitation, il prit le parti de s'adresser à ce bourgeois, non sans avoir d'abord regardé devant et derrière lui, comme s'il craignait que quelqu'un n'entendît la question qu'il allait faire. « Monsieur, dit-il, le palais de justice, s'il vous plaît ?» Il se conforma aux indications du bourgeois, et quelques minutes après, il était dans une salle où il y avait beaucoup de monde, et où des groupes mêlés d'avocats en robe chuchotaient çà et là. C'est toujours une chose qui serre le cœur de voir ces attroupements d'hommes vêtus de noir qui murmurent entre eux à voix basse sur le seuil des chambres de justice. Il est rare que la charité et la pitié sortent de toutes ces paroles. Ce qui en sort le plus souvent, ce sont des condamnations faites d'avance. Tous ces groupes semblent à l'observateur qui passe et qui rêve autant de ruches sombres où des esprits bourdonnants construisent en commun toutes sortes d'édifices ténébreux. Un huissier se tenait debout près de la porte qui communiquait avec la salle des assises. Il demanda à cet huissier. « Monsieur, la porte va-t-elle bientôt s'ouvrir ?»« Elle ne s'ouvrira pas, » dit l'huissier. « Pourquoi ? » ?»« Parce que la salle est pleine. » Il ouvrit sa redingote, prit son portefeuille, en tira un crayon, déchira une feuille et écrivit rapidement sur cette feuille, à la lueur du réverbère, cette ligne. « Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer. » Portez ceci à Monsieur le Président. Quelques minutes après, il se trouvait seul, dans une espèce de cabinet lambrissé, d'un aspect sévère, éclairé par 2 bougies posées sur une table à tapis vert. Il avait encore dans l'oreille les dernières paroles de l'huissier qui venait de le quitter. « Monsieur, vous voici dans la chambre du conseil, vous n'avez qu'à tourner le bouton de cuivre de cette porte, et vous vous trouverez dans l'audience derrière le fauteuil de Monsieur le Président. » Ces paroles se mêlaient dans sa pensée à un souvenir vague de corridors étroits et d'escaliers noirs qu'il venait de parcourir. Tout à coup, sans qu'il sût lui-même comment,
Il se trouva près de la porte, il saisit convulsivement le bouton, la porte s'ouvrit. Il était dans la salle d'audience. C'était une assez vaste enceinte à peine éclairée, tantôt pleine de rumeurs, tantôt pleine de silence, où tout l'appareil d'un procès criminel se développait avec sa gravité mesquine et lugubre au milieu de la foule. À un bout de la salle, celui où il se trouvait, des juges à l'air distraits, en robe usée, se rongeant les ongles ou fermant les paupières. À l'autre bout, une foule en haillons. Des avocats dans toutes sortes d'attitudes, des soldats au visage honnête et dur, de vieilles boiseries tachées, un plafond sale, des tables couvertes d'une serge plutôt jaune que verte, des portes noircies par les mains, à des clous plantés dans le lambris, des quinquets d'estaminets donnant plus de fumée que de clarté, sur les tables des chandelles dans des chandeliers de cuivre, l'obscurité, la laideur, la tristesse, et de tout cela se dégageait une impression austère et auguste, car on y sentait cette grande chose humaine qu'on appelle la loi et cette grande chose divine qu'on appelle la justice. Personne dans cette foule ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un point unique, un banc de bois adossé à une petite porte, le long de la muraille à gauche du président. Sur ce banc, il y avait un homme entre deux gendarmes. Cet homme, c'était l'homme. Il ne le chercha pas, il le vit. Ses yeux allèrent là naturellement, comme s'ils avaient su d'avance où était cette figure. Cet être paraissait au moins 60 ans. Il avait je ne sais quoi de rude, de stupide et d'effarouché. Au bruit de la porte, on s'était rangé pour lui faire place. Le président avait tourné la tête, et comprenant que le personnage qui venait d'entrer était monsieur le maire de Montreuil-sur-Mer, il l'avait salué. Lui s'en aperçut à peine. Il était en proie à une sorte d'hallucination. Il la regardait. Des juges, un greffier, des gendarmes, une foule de têtes cruellement curieuses. Il avait déjà vu cela une fois, autrefois. Il y avait 27 ans. Ces choses funestes, il les retrouvait. Elles étaient là, elles remuaient, elles existaient. Ce n'était plus un effort de sa mémoire, un mirage de sa pensée. C'étaient de vrais gendarmes et de vrais juges, une vraie foule et de vrais hommes, en chair et en os. C'en était fait. Il voyait reparaître et revivre autour de lui, avec tout ce que la réalité a de formidable, les aspects monstrueux de son passé. Tout cela était béant devant lui. Il en eut horreur, il ferma les yeux et s'écria au plus profond de son âme « Jamais !» Et, par un jeu tragique de la destinée qui faisait trembler toutes ses idées et le rendait presque fou, c'était un autre lui-même qui était là, cet homme qu'on jugeait, tous l'appelaient Jean Valjean. Qui était cet homme? Une enquête avait eu lieu, des témoins venaient d'être entendus, ils avaient tous été unanimes, des lumières avaient jailli de tout le débat, l'accusation disait « Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, un maraudeur, nous tenons là, dans notre main, un bandit, un relapse en rupture de ban, un ancien forçat, un scélérat des plus dangereux, un malfaiteur appelé Jean Valjean que la justice recherche depuis longtemps, et qui, il y a 8 ans, en sortant du bagne de Toulon, a commis un vol de grand chemin à main armée sur la personne d'un enfant savoyard appelé Petit Gervais, crime prévu par l'article 383 du Code pénal, pour lequel nous nous réservons de le poursuivre ultérieurement quand l'identité sera judiciairement acquise. Il vient de commettre un nouveau vol. C'est un cas de récidive. » Devant cette accusation, devant l'unanimité des témoins, l'accusé paraissait surtout étonné. Il faisait des gestes et des signes qui voulaient dire non, ou bien il considérait le plafond. Il parlait avec peine, répondait avec embarras, mais de la tête aux pieds toute sa personne niait. Il était comme un idiot en présence de toutes ces intelligences rangées en bataille autour de lui, et comme un étranger au milieu de cette société qui le saisissait. Le défenseur avait assez bien plaidé, dans cette langue de province, qui a longtemps constitué l'éloquence du barreau et dont on usait jadis tous les avocats, et qui aujourd'hui, étant devenue classique, n'est plus guère parlée que par les orateurs officiels du parquet. Langue où un mari s'appelle un époux, une femme une épouse, le roi le monarque, monseigneur l'évêque un saint pontife, l'avocat général l'éloquent interprète de la vindicte, les plaidoiries les accents qu'on vient d'entendre, le siècle de Louis XIV le grand siècle, un théâtre le temple de Melpomène, la famille régnante l'auguste sang de nos rois, un concert une solennité musicale, monsieur le général commandant le département l'illustre guerrier qui, etc. Les élèves du séminaire s'étendre lévite, les erreurs imputées aux journaux, l'imposture qui distille son venin dans les colonnes de ses organes, etc. L'avocat général répliqua au défenseur. Il fut violent et fleuri, comme sont habituellement les avocats généraux. Qu'était-ce que Jean Valjean? Description de Jean Valjean, un monstre vomi, etc. L'auditoire et les jurés frémirent. La description achevée, l'avocat général reprit, dans un mouvement oratoire fait pour exciter au plus haut point le lendemain matin l'enthousiasme du journal de la préfecture. Et c'est un pareil homme, etc., vagabond, mendiant, sans moyen d'existence, etc., accoutumé par sa vie passée aux actions coupables et peu corrigé par son séjour au bagne, comme le prouve le crime commis sur Petit Gervais, etc.,
C'est un homme pareil qui, trouvé sur la voie publique en flagrant délit de vol, ni le flagrant délit, le vol, l'escalade, ni tout, ni jusqu'à son nom, ni jusqu'à son identité. » Pendant que l'avocat général parlait, l'accusé écoutait la bouche ouverte, avec une sorte d'étonnement où il entrait bien quelque admiration. Il était évidemment surpris qu'un homme pût parler comme cela. De temps en temps, aux moments les plus énergiques du réquisitoire, dans ces instants où l'éloquence, qui ne peut se contenir, déborde dans un flux d'épithètes flétrissantes et enveloppe l'accusé comme un orage, il remuait lentement la tête de droite à gauche et de gauche à droite, sorte de protestation triste et muette dont il se contentait depuis le commencement des débats. L'avocat général fit remarquer au jury cette attitude hébétée, calculée évidemment, qui dénotait non l'imbécilité, mais l'adresse, la ruse, l'habitude de tromper la justice, et qui mettait dans tout son jour la profonde perversité de cet homme. Il termina en réclamant une condamnation sévère. Le président transmit un ordre à un huissier, et un moment après la porte de la chambre des témoins s'ouvrit. L'huissier, accompagné d'un gendarme prêt à lui prêter main forte, introduisit le condamné Brevet. L'ancien forçat Brevet portait la veste noire et grise des maisons centrales. « Brevet, dit le président, même dans l'homme que la loi a dégradé, il peut rester, quand la pitié divine le permet, un sentiment d'honneur et d'équité. C'est à ce sentiment que je fais appel à cette heure décisive. Brevet, regardez bien l'accusé, recueillez vos souvenirs, et dites-nous, en votre âme et conscience, si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. » Brevet regarda l'accusé, puis se retourna vers la cour. « Oui, monsieur le président, cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je le reconnais positivement. » On introduisit Chenildieu, forçat à vie, comme l'indiquait sa casaque rouge et son bonnet vert. Le président l'invita à se recueillir et lui demanda, comme à Brevet, s'il persistait à reconnaître l'accusé. Chenildieu éclata de rire. « Pardieu, si je le reconnais, nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. Tu boutes donc, mon vieux. » « Allez vous asseoir, dit le président. L'huissier amena Cochepaille, cet autre condamné à perpétuité, venu du bagne et vêtu du rouge, comme Chenildieu, était un de ces malheureux hommes que la nature a ébauchés en bêtes fauves et que la société termine en galériens. Le président essaya de le remuer par quelques paroles pathétiques et graves, et lui demanda, comme aux 2 autres, s'il persistait, sans hésitation et sans trouble, à reconnaître l'homme debout devant lui. « C'est Jean Valjean, dit Cochepaille, même qu'on l'appelait Jean le Cric tant il était fort. » Une rumeur éclata dans le public et gagna presque le jury. Il était évident que l'homme était perdu. « Huissier, dit le président, faites faire silence, je vais clore les débats. » En ce moment, un mouvement se fit tout à côté du président. On entendit une voix qui cria « Brevet, Chenildieu, Cochepaille, regardez de ce côté-ci !» Tous ceux qui entendirent cette voix se sentirent glacés, tant elle était lamentable et terrible. Les yeux se tournèrent vers le point d'où elle venait. Un homme, placé parmi les spectateurs privilégiés qui étaient assis derrière la cour, venait de se lever et était debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, 20 personnes le reconnurent et s'écrièrent à la fois « Monsieur Madeleine !» avant même que le président et l'avocat général eussent pu dire un mot, avant que les gendarmes et les huissiers eussent pu faire un geste. L'homme, que tous appelaient encore en ce moment Monsieur Madeleine, s'était avancé vers les témoins Cochepaille, Brevet et Chenildieu. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-il. Tous 3 demeurèrent interdits et indiquèrent par un signe de tête qu'ils ne le connaissaient point. Il se tourna vers les 3 forçats. « Je vous reconnais, moi, Brevet. Te rappelles-tu ces bretelles en tricot à damier que tu avais au bagne ? Chenildieu, qui te surnommais toi-même Jeni-Dieu, tu as toute l'épaule droite brûlée profondément, parce que tu t'es couché un jour l'épaule sur un réchaud plein de braise pour effacer les 3 lettres TFP qu'on y voit toujours cependant. Réponds, est-ce vrai ? » « C'est vrai, dit Chenildieu. Il s'adressa à Cochepaille. « Cochepaille, tu as près de la saignée du bras gauche une date gravée en lettres bleues avec de la poudre brûlée. Cette date, c'est celle du débarquement de l'empereur à Cannes, 1er mars 1815. Relève ta manche. » Cochepaille releva sa manche. Tous les regards se penchèrent autour de lui sur son bras nu. La date y était. Le malheureux homme se tourna vers l'auditoire et vers les juges avec un sourire. C'était le sourire du triomphe, c'était aussi le sourire du désespoir. « Vous voyez bien, dit-il, que je suis Jean Valjean. »
Il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge, ni accusateur, ni gendarme. Il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus. Chose frappante, aucune question ne fut faite, aucune autorité n'intervint. Tous, intérieurement, se sentaient éblouis. « Je ne veux pas déranger davantage l'audience, reprit Jean Valjean. Je m'en vais, puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis, il sait où je vais, il me fera arrêter quand il voudra. » Livre 8e. Contre-coup. Le jour commençait à poindre. Fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie, pleine d'ailleurs d'images heureuses. Au matin, elle s'endormit. Monsieur Madeleine resta quelque temps immobile, regardant tour à tour la malade et le crucifix. Elle ouvrit les yeux, le vit et dit paisiblement « Et Cosette ?» Il lui prit la main. « Cosette est belle, dit-il. Cosette se porte bien, vous la verrez bientôt. Mais apaisez-vous, vous parlez trop vivement, et puis vous sortez vos bras du lit, et cela vous fait tousser. » En effet, des quintes de toux interrompaient Fantine presque à chaque mot. Elle se mit à compter sur ses doigts. 1, 2, 3, 4, elle a 7 ans. Dans 5 ans, elle aura un voile blanc, des bas à jour, elle aura l'air d'une petite femme. Et elle se mit à rire. Il avait quitté la main de Fantine. Il écoutait ses paroles comme on écoute un vent qui souffle, les yeux à terre, l'esprit plongé dans des réflexions sans fond. Tout à coup, elle cessa de parler. Cela lui fit lever machinalement la tête. Fantine était devenue effrayante. Elle ne parlait plus, elle ne respirait plus. Elle s'était soulevée à demi sur son séant, son épaule maigre sortait de sa chemise, son visage, radieux le moment d'auparavant, était blême, et elle paraissait fixée sur quelque chose de formidable devant elle, à l'autre extrémité de la chambre, son œil agrandi par la terreur. Il se retourna et vit Javert. À l'instant où le regard de Madeleine rencontra le regard de Javert, sans bouger, sans remuer, sans approcher, devint épouvantable. Aucun sentiment humain ne réussit à être effroyable comme la joie. La certitude de tenir enfin Jean Valjean fit apparaître sur sa physionomie tout ce qu'il avait dans l'âme. L'humiliation d'avoir un peu perdu la piste et de s'être mépris quelques minutes sur ce Champmathieu s'effaçait sous l'orgueil d'avoir si bien deviné d'abord et d'avoir eu si longtemps un instinct juste. La difformité du triomphe s'épanouit sur ce front étroit. La Fantine n'avait point vu Javert depuis le jour où monsieur le maire l'avait arraché à cet homme. Son cerveau malade ne se rendit compte de rien, seulement elle ne douta pas qu'il ne revînt la chercher. Elle ne put supporter cette figure affreuse, elle se sentit expirer, et cria avec angoisse « Monsieur Madeleine, sauvez-moi » Jean Valjean, nous ne le nommerons plus désormais autrement, s'était levé. Il dit à Fantine de sa voix la plus douce et la plus calme « Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vient. » Alors, elle vit une chose inouïe, tellement inouïe, que jamais rien de pareil ne lui était apparu dans les plus noirs délires de la fièvre. Elle vit le mouchard Javert saisir au collet monsieur le maire. Elle vit monsieur le maire courber la tête. Il lui sembla que le monde s'évanouissait. « Monsieur le maire !» cria Fantine. Javert éclata de rire, de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici !» Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote. Il dit « Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier. »« Tout haut, parle tout haut, répondit Javert. On me parle tout haut à moi. Jean Valjean continua en baissant la voix. C'est une prière que j'ai à vous faire. Qu'est-ce que cela me fait? Je n'écoute pas. Jean Valjean se tourna vers lui et lui dit rapidement. Accordez-moi 3 jours. 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je paierai ce qu'il faudra. Vous m'accompagnerez si vous voulez. Tu veux rire? Cria Javert. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller? Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille? Voilà qui est bon. Fantine eut un tremblement. Mon enfant, s'écria-t-elle. Allez chercher mon enfant. Elle est donc pas ici. Elle se dressa en sursaut, appuyée sur ses bras roides et sur ses 2 mains. Elle regarda Jean Valjean. Elle regarda Javert. Un râle sortit du fond de sa gorge. Ses dents claquèrent. Elle étendit les bras avec angoisse, ouvrant convulsivement les mains et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie, puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante, les yeux ouverts et éteints. Elle était morte. Javert déposa Jean Valjean à la prison de la ville. L'arrestation de M. Madeleine
produisit à Montreuil-sur-Mer une sensation, ou pour mieux dire une commotion extraordinaire. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot. C'était un galérien. Tout le monde, à peu près, l'abandonna. En moins de 2 heures, tout le bien qu'il avait fait fut oublié, et ce ne fut plus qu'un galérien. C'est ainsi que ce fantôme qui s'était appelé Monsieur Madeleine se dissipa à Montreuil-sur-Mer. 3 ou 4 personnes seulement, dans toute la ville, restèrent fidèles à cette mémoire. Fin de la première partie.